janvier 2026. Chers téléspectateurs, auditeurs de Gandhi Malian TV et d'Africain TV, recevez nos salutations comme d'habitude. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, accompagné de mes deux invités, dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Dans le cadre de l'émission Parole aux Africains, nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de parler de deux thèmes, mais un thème principal. Le thème principal, vous avez suivi avec nous l'agression contre le Niger. L'aéroport international de Niamey a été ciblé. Mais parallèlement, il y a un autre thème qui va seconder. C'est qu'au Burkina, on a pris aussi la décision de mettre fin à ces histoires de partis politiques pour le moment. Nous sommes des pays en guerre. Et je suis accompagné de mes deux invités. Professeur Touré s'est excusé pour une raison familiale. Il ne sera pas là avec nous. Mais les deux invités qui sont avec moi, Dr Mamadou Sylla Traoré, vous le connaissez déjà, tout comme les doyens Daniel Coulibaly. Ils ont un bonjour à votre endroit avant qu'on entre dans les vifs du sujet. Dr Mamadou Sylla Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur Issa Diawara, peut-être le plus important de tous les Diawara du Mali. Oh là là. Et bonjour à mon co-débatteur et mon oncle, monsieur Gabriel Coulibaly. Daniel, j'ai dit Gabriel, je confonds toujours. Oui, mais c'est ton oncle quand même. C'est mon oncle, voilà. Daniel et Gabriel, c'est pas loin, mais ça peut paraître la même chose. Avant de saluer son oncle. Non, je salue mon oncle, j'ai dit. Oui, mais tu as dit mon co-débatteur et mon oncle. Non, c'est mon oncle et mon co-débatteur. Ok, si vous voulez. Tu es frustré par rapport à une situation? Ok, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, quoi. Ok, c'est compris. Et je n'ai pas fini, hein. Je n'ai pas du tout fini. Les salutations à toute la communauté étrangère ici au Mali qui font de belles choses, notamment la communauté togolaise, béninoise, je ne cesse de citer. Chaque fois, je vois ces gens-là qui vraiment sont en train de monnayer leur savoir-faire et leur savoir-être, surtout dans le domaine du bâtiment. C'est des gens avec lesquels souvent j'entretiens de très bons rapports. Je salue aussi tous les médecins du Mali. Et je viens sur ce plateau-là il y a longtemps, mais j'avais oublié de le faire. Parce que nous, les médecins, il faut que les gens sachent. Je ne tire pas la couverture de notre côté, mais nous avons une profession très difficile, mais très noble également. C'est nous qui travaillons dans l'ombre. On ne cherche pas beaucoup de choses, mais on est en face de beaucoup en première ligne, souvent sur les épidémies ou les grandes endémies qui peuvent venir. Donc on laisse famille, parents et tout le monde derrière nous. C'est comme la vie du militaire. On est lié par les serments et les gens, beaucoup de gens pour nous titiller ou bien pour se faire la boutade, disent que notre serment est le serment d'hypocrite. Que le bon Dieu nous en garde. Notre serment est le serment d'Hippocrate. Et ça va au-delà de la personne même de l'Hippocrate. C'est l'être suprême, le bon Dieu. Donc on jure devant le bon Dieu, en tout cas de respecter les lois de la médecine et tout. Il y a beaucoup d'autres langages là-dedans. Vraiment bravo à vous, mes frères, mes amis, ma famille. Et je salue aussi tous les téléspectateurs de Gandhi Malian Télé, les travailleurs de Gandhi Malian Télé également, qui font vraiment un travail extraordinaire pour vraiment le bonheur de tout le monde. Merci. Tu as oublié de saluer madame? Oui, bien naturellement. Et ça, quand même, lui, mon oncle est en train de parler. Et je salue aussi mon avocat. Je commence par mon avocat Touré. Monsieur Touré, vous avez nos salutations ici. Et voilà, j'espère que très bientôt vous reprendrez. Et je salue vraiment ma femme. En dernière position? Non, pas bon. Pas en dernière position, mais elle a ses salutations ici. D'ailleurs, je parlais d'elle tout de suite là, quand mon oncle, voilà, j'échangeais avec quelqu'un, voilà, je parlais d'elle tout de suite. Ok. Madame Traoré, vous avez nos salutations, ainsi que tous les publics qui nous suivent à présent. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonjour Diawara, bonjour à mon co-débatteur, et bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV et Africain TV. Bonjour à tous les téléspectateurs
bonjour à Touré, qui nous manque aujourd'hui, qui n'est pas là, et nous souhaitons que le problème qu'il connaît soit réglé dans le meilleur délai et de la meilleure façon. Bonjour surtout à Fatou Doucouré. Elle nous manque parce que on a hâte souvent de retrouver ses commentaires tous les vendredis. Bonjour à tout le monde et bonne émission. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet de cette émission portant sur l'attaque que nous condamnons fermement contre l'aéroport du Niger. Nous souhaitons principalement l'aéroport de Niamey. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Du bilan, on nous parle de 4 blessés côté ami, c'est-à-dire côté militaire nigérien, mais de l'autre côté, plusieurs terreaux, c'est-à-dire les mercenaires, comme l'a dit Son Excellence le Président du Niger. Beaucoup d'entre eux ont été neutralisés, soit blessés ou arrêtés tout simplement. Doyen, que savez-vous de cette attaque, ou vous en tant que doyen, comment peut-être vous avez vécu cette attaque en ce moment précis? Il s'agit de l'aéroport international à Mani-Djouré quand même qui a été attaqué. Bon, vécu c'est un peu trop parce que je ne l'ai pas vécu en direct, mais j'ai pu prendre connaissance le lendemain matin parce que c'est intervenu aux environs de minuit. Donc c'est le matin que j'ai pris connaissance, même si j'étais sur les réseaux sociaux, mais je ne l'avais pas vu. Bon, comment je l'ai ressenti plutôt, serait plus exact. Pour une chose, je me fie plutôt au dire du général Tiani. C'est une de nos autorités et sa parole fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il a dit que c'était une attaque terroriste télécommandée. Et moi, ce qui soutient sa qualification, c'est 2 choses. La première chose, c'est quel genre d'attaque a été menée. C'est une attaque aéroterrestre, donc une attaque combinée, qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui exige une organisation et moyens de financement beaucoup plus élevés, beaucoup plus pertinents que s'il s'agit de rassembler des gens sur moto comme des simples terroristes et d'attaquer par terre. Donc, une des raisons qui me fait croire que ce qu'il dit, c'est vrai, c'est une attaque des terroristes télécommandés, c'est qu'effectivement, il y a eu une attaque aérienne en même temps qu'une attaque coordonnée avec une attaque terrestre. Et l'attaque aérienne, c'était avec des drones qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Même si les terroristes de plus en plus ont accès, mais c'est surtout à travers des organisations plus grandes ou même des pays. Le deuxième point, c'est que la nature de l'attaque révèle la qualité des assaillants. Ça confirme que c'est des terroristes, puisque ce n'est pas des armées qui viennent, une armée classique qui vient attaquer, c'est des terroristes, parce que leur moyen d'attaque est terroriste, mais en plus, c'est qu'ils sont télécommandés. Et ça, je me fie à cela parce que nous l'avons dit ici. De toutes nos autorités, le président Tiani est semble le mieux informé. Jusqu'ici, tout ce qu'il a dit des pays européens, des pays occidentaux ou des pays africains que nous avons sur le dos, s'est révélé exact. Et tout ce qu'il a prévu s'est passé. Donc, ceci me pousse à faire foi à ce qu'il dit. Voilà comment j'ai... Votre ressenti par rapport à ça, et merci pour ces informations surtout. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, ça me surprend guère. Parce que là, on pouvait même prédire de tels événements au Niger. Si on voit la chronologie des événements qui se sont succédés, on saura directement que ces gens-là, ceux qui télécommandent toute cette histoire-là, ne sont pas vraiment à leur première tentative vraiment de déstabilisation ou à leur tentative vraiment de nuisance. En fait, je vois une fois, il y a un général français sur LCI ou quoi, j'oublie son nom, il dit qu'ils vont revenir en Afrique, que ce soit 1 an, 2 ans, même 10 ans après.
Général François Lecointre. François Lecointre, voilà, le nom c'est C'est un comme ancien ça. chef d'état-major. L'état-major de l'armée française. Et l'histoire de l'Irano, ce qui s'est passé, en fait, tous ces événements qui sont allés si vite là, la France ne s'attendait pas à ça, quoi. Pour eux, nous, c'est leur précaré, quoi. Voilà. C'est leur garde-manger. Ils vont ouvrir quand ils veulent, ils vont fermer quand ils veulent. L'uranium du Niger, l'or du Mali, le coton et tout ça de Burkina Faso. Et ils vivaient de ça. En fait, notre soi-disant amitié, plus hypocrite au plus sommet de son hypocrisie, voulait simplement dire que pour que moi je vive, il faut que tu meurs. Bon, à un moment donné, il faut savoir vraiment arrêter et voir aussi clairement ce que l'exploitant et l'exploité, les relations, voilà, il faut bien les analyser et amener une autre forme. Donc c'est l'autre forme d'exploitation là, pour nous maintenir dans les carcans, c'est l'invention, je dirais, de cette histoire de terrorisme et tout ça. Et c'était aussi pour eux un moyen de pression. Donc, au-delà de tout ça, et ce qui s'est passé à Niamey, moi, je dis que c'est un truc prémédité. Comme mon oncle a dit, il y a des gens derrière qui tiraient les ficelles, mais l'intervention du général Tchani est plus éloquente que tout. Le général, il a tout dit. Et là, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'acte qui vient d'être déjoué est un acte excessivement grave pour les commanditaires parce qu'il a eu à verbaliser un propos personnellement qui m'a plu. Ce qu'il dit, il a parlé nommément. Il a parlé d'Emmanuel Macron, il a parlé de Talon, il a parlé de Alassane Ouattara. Il dit qu'ils ont suffisamment, ils les ont suffisamment entendus et tout ça. Mais maintenant, eux aussi, ils vont rugir. Rugir, ça veut dire ce que ça veut dire. Raison pour laquelle, à la lumière de tout ça là, l'AES doit vraiment, on va en venir, hein, l'AES doit prendre une attitude vraiment, parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs, et tout le temps, on sait des mêmes personnes, voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup d'État, comment ça s'appelle, le commanditaire de différents coups d'État a été pris dans la nasse. Lui, il a parlé. Et au Niger aussi, ce sont les mêmes noms qui ressortent. Donc nous, on est qui alors? Il ne faut pas que nous attendons toujours pour recevoir les premiers coups, quoi. C'est dangereux. C'est comme en arts martiaux. Quand tu as un combat de boxe, vraiment, l'entraîneur dit à tous les boxeurs de ne pas prendre les premiers coups. Parce que quand tu prends les premiers coups, ça peut te mettre KO et le match est fini. Chaque fois, nous, on nous tape, on ne réagit pas. Nous sommes dans l'expectative et c'est ça qui est mauvais. Peut-être ce que le général Tchani vient de dire, d'extérioriser comme propos, vraiment pense à suffisance que l'AES aussi est en train de se préparer. Ce n'est pas le Niger. Oui. Pensez-vous que publiquement il devait tenir de tels propos, peut-être qu'on doit régir? Oui, moi je ne suis pas le général Tchani. Non, j'ai dit, oui, nous avons besoin de votre analyse. Non, si vous voyez, habituellement, les chefs de l'État, les grandes personnalités ont un discours diplomatique. Mais finalement, les choses peuvent aller au-delà de la diplomatie et on peut dire des propos très crus. Parce que si on voit que le général parle comme ça vient de son cœur. Et là, ça devient difficile. Et surtout si ça vient d'un général d'armée, wait and see. Oui, nous avons longtemps souhaité des réactions à leurs actions maléfiques contre nos populations. Donc nous revenons vers vous. Les choix de la cible, quand même, il faudrait qu'on en parle. L'aéroport international de Niamey. Et je pense que tout a été dit. Et surtout, nous savons que le général Abdourahmane Tchani s'est rendu aussi sur le lieu de l'attaque. Pourquoi peut-être spécifiquement les choix de l'aéroport? Bon, l'aéroport est un lieu stratégique parce que vous vous rappelez de la guerre des
des 100 jours, je crois, ou quelque chose comme ça, où Israël a surpris les avions égyptiens à terre et les a cloués. Oui. Et donc, il les a détruits parce que un des points essentiels, des points forts de l'AES aujourd'hui, c'est la maîtrise des cieux. Et donc, il faut, comme ce qui s'est passé par rapport à l'aviation du Mali, ils ont attaqué le camp de l'école de gendarmerie, mais l'objectif réel, c'était l'aéroport. Et l'aéroport, pourquoi? C'était pour nous affaiblir, affaiblir nos moyens, nos vecteurs aériens. Et je crois que cette attaque aussi, pour moi, ça s'inscrit dans ce sens-là, quand bien même le stock d'uranium est stocké là-bas. Mais pour moi, ce n'était pas ça l'objectif. Beaucoup pensent que c'est pour l'uranium qui est stocké là-bas. Mais quand on fait une telle attaque avec des drones, c'est soit pour détruire et propager la radioactivité tout autour, faire des dégâts en tuant des gens et perdre l'uranium soi-même et faire perdre l'uranium au Niger, soit ça m'étonnerait que ça leur profite. Ça m'étonnerait que ça leur profite. On ne fait pas des attaques comme ça en risquant d'y laisser des gens pour uniquement le plaisir de tuer sans aucune porte de sortie. Moi, je crois que l'attaque fait partie du système. Ils sont en train. Nous avons 2 200 000, presque 700 000 km² à défendre pour tout l'AES. On vient de mettre en place les forces unifiées de l'AES et on les a pris de court parce que c'était une courte vitesse et nous avons pu mettre ça en place. Et la base principale de ces forces unifiées, c'est l'aéroport de Niamey. Donc tout ça, ça rentre dans un système pour affaiblir l'AES dans son ensemble. Moi, je ne crois pas que ce soit précis, parce qu'ils n'ont aucun moyen, s'ils s'attaquent à l'aéroport à cause de l'uranium, c'est soit toucher l'uranium et répandre la nature, répandre la radioactivité, soit pour enlever et partir avec. Je ne crois pas que dans un cas ou dans l'autre, cette opération ne peut répondre à ça. Ok, merci beaucoup. Docteur, il y a quand même un paradoxe dans cette histoire. Parce qu'au même moment, l'Union européenne était en train de vouloir, nous l'avions dit ici, que leur reconnaissance, l'attachant, c'est un couteau à double tranchant. Et je pense que l'État nous a donné raison. Exactement. Les mêmes qui nous proposent de discuter. Et quand le général Abdourahmane Tiani dit pointe du doigt Emmanuel Macron, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, les actions qui doivent venir après, est-ce qu'il fallait dire quelque chose ou pas, ça c'est nos débats. Et quand le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, pointe du doigt Emmanuel Macron, le nom, c'est un homme clé quand même, c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne qui est derrière cette attaque. Quand même. Tout à fait, je l'ai dit ici sur ce plateau-là. Le nucléaire civil et militaire, le pays qui a le plus maîtrisé ça en Europe, c'est la France. La France a plus de centrales nucléaires que tous les autres. L'uranium du Niger, qui prenait et qui donnait des faux pourcentages, on nous faisait croire que oui, ça intervenait dans la production d'énergie en France à hauteur de 20-25%. Tout à c'est des pipeaux. Ils ont alimenté de tout le temps leur centrale nucléaire avec l'uranium du Niger. Et ça, c'est indiscutable. Maintenant qu'ils n'ont plus d'uranium, ils doivent aller payer de leur poche. Et ils n'ont plus d'argent. Ils ont le dos sur le mur. Et la quantité d'uranium que le Niger a saisi après le coup d'État contre Bazoum, et qui est l'objet de tous les problèmes là, il semblerait un moment que le Niger avait eu des promesses d'achat et tout ça, je ne sais pas à quel niveau c'est, mais l'uranium quand même était bien emmagasiné à un lieu sécurisé de l'aéroport de Niamey.
comme mon oncle a dit, l'uranium est un produit très, très dangereux. Son demi-vie peut aller jusqu'à 100 ans ou même plus. C'est-à-dire l'année pour que la moitié même du produit se dégrade, quoi. C'est-à-dire, c'est pour cela que le Japon est en train de subir, jusqu'à preuve de contraire, les conséquences de ça. Et que Dieu le bon Dieu nous en préserve, parce que si l'uranium là venait à être brûlé, ah non, là, tout le monde aura son compte. Hein. Et ces gens-là, ils n'ont ni foi, quoi. Ils n'ont pas de foi, ils sont dangereux. Leurs objectifs, peut-être, c'était ça, mais il y a aussi au-delà de beaucoup de choses, parce que tous les grands analystes ont dit qu'il y avait d'autres arrière-pensées, c'était même attaquer la présidente, parce qu'au Niger, il semblerait que le palais présidentiel est à quelques pas seulement de l'aéroport. Donc, ce que beaucoup de gens ne savaient pas aussi, les attaques coordonnées de drones devraient être suivies d'interventions d'avions de chasse. Et là, ils ont été désagréablement surpris. Même leur média a dit que n'eût été l'intervention des Russes. Pas des Russes, mais du système de défense aérienne. DCA. Oui. Et ces drones kamikazes qui ont été envoyés, il y a peut-être une trentaine ou même plus. Et pratiquement la majorité de ces drones-là ont été détruits. Mais il y a quelques drones quand même qui ont raté leur cible et tout ça là. Et c'est des drones que l'Union européenne avait donnés au président Zelensky, les petits moutons noirs de l'Ukraine, qui se mêlent d'un problème qui n'est pas le vôtre. Et ces drones-là se retrouvent encore chez nous. Parce que Zelensky et l'autre, là, Emmanuel Macron, sifflent dans le même sifflet. Et c'est Emmanuel Macron, Zelensky, l'Union européenne. Parce que même si on essaie de voir que la guerre en Ukraine ne prend pas fin aujourd'hui, c'est l'intervention de l'Union européenne, parce qu'eux, ils sont en train de se servir de Zelensky comme un pantin. Donc ce sont ces mêmes armements qui se sont retrouvés chez nous. Mais Dieu merci, ils n'ont pas pu vraiment aller, au fond de leur plan machiavélique. Et c'était de détruire tous les systèmes de défense des drones nigériens, l'aviation nigérienne et tout. Et après intervenir avec des avions de chasse et des troupes héliportées pour faire un mauvais coup au Niger. Mais Dieu est aux commandes, quoi. Voilà. Et tous qui ont été envoyés, d'aucuns ont été pris vivants, mais la majorité a été neutralisée. Et ceux qui ont été pris vivants, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la parole, c'est que l'intervention du général Tchani veut dire simplement que ceux qui ont été pris ont parlé, quoi. Ça veut dire ça. Pas plus. C'est parce qu'au regard de ce qu'on lui rapporte, il y a les services de renseignement, ceux qui font les enquêtes, voilà. Il faut la panacée de tout ça là, et les dernières informations irrévocables sont transmises au président de la République à temps réel, et c'est par rapport à ça que le président parle. Et ça, c'est extrêmement important. Ok. Doyen, au moment où l'Union européenne parle de dialogue et même a exhorté la fameuse CEDEAO de changer d'attitude à l'égard des pays de l'AES, au même moment, on était en train de planifier cette attaque contre le Niger et même contre le Mali, parce qu'aux alentours des Cailles, nous avons certaines informations. Donc au même moment, un pays de l'Union européenne est en train de planifier une telle opération. Or, pour planifier une opération, nous savons que les services de renseignement font à peu près 60% du travail. Et si nous savons que les services de renseignement des pays européens travaillent généralement main dans la main, et nous n'avons pas été poignardés dans les dos aussi? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas un paradoxe. Vous savez, si vous avez remarqué les discours de Macron, oui. À chaque fois qu'il parle des relations internationales, surtout avec l'Afrique, il a tendance à dire la France et l'Union européenne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a été délégué pour dire ça. Il parle souvent au nom de l'Union européenne en disant la France et l'Union européenne, mais ce n'est pas vrai. Il n'a jamais été mandaté en ce moment-là pour parler sur ce sujet au nom de l'Union européenne. Okay. Ça, je crois qu'il faut faire la distinction. Donc, pourquoi ce n'est pas un paradoxe?
parce que vous mettrez la France n'importe comment. Il faut voir qu'est-ce qui se passe en Ukraine. C'est que la France a poussé à la roue pour tenter d'affaiblir et d'attaquer la Russie en se servant de l'Ukraine comme proxy. Et la France était en pointe sur ce dossier. Mais contrairement à ce qu'on pouvait faire aux autres pays de l'Union européenne, la Russie a frappé la France dans sa base, qui est de l'écarter de ses possessions africaines. Et c'est dans ce jeu qu'on se trouve. La Russie, Poutine l'a bien dit, qu'il n'a pas besoin d'attaquer la France. Quand la France poussait à la roue pour qu'on fasse des sanctions, des paquets de sanctions, 18 000 on avait dit, je crois, paquets de sanctions contre la Russie, la France est la plupart du temps est à la manœuvre. Mais la Russie s'est dit, je vais avoir la France sur un autre terrain, c'est en Afrique de l'Ouest. La déposséder de ses possessions, aider ces pays qui sont sous son emprise à se départir de son emprise. Et c'est ce jeu qui se joue. Et si vous voyez que jusqu'ici, Macron est au front pour l'Ukraine, ce n'est pas pour l'Ukraine, c'est pour ne pas perdre les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas perdre son influence en Afrique de l'Ouest. Ça, il n'arrive pas à l'admettre. Et nous avons encore, jusqu'à l'année prochaine, 2027, après l'élection d'un nouveau président, peut-être qu'on pourra avoir, sinon il continuera toujours à manœuvrer malgré les tentatives d'approche de l'Union européenne. Ça, c'est ma façon de voir la chose. Maintenant, quant à l'offre de médiation ou de dialogue entre l'Union européenne et les pays de l'AES, c'est vrai, mais moi, on l'avait dit ici une fois, il faut se méfier. L'avantage que l'on peut avoir, c'est d'avoir un bloc qui peut négocier avec un pays à chaque fois, mais jamais de négociation bloc to bloc. On l'avait dit ici, oui, qu'il faut essayer de faire des négociations avec les pays, nous en tant que bloc, mais eux en tant que pays. Or, c'est ce que l'Union européenne est en train de mettre en chose. Dans l'Union européenne, il y a une entité qu'on appelle les services extérieurs, les services européens d'action extérieure. Service européen d'action extérieure, où tout ce que l'Union européenne fait est conçu par avance, planifié et mis en œuvre. Donc, c'est l'Union européenne qui se prépare à une éventuelle négociation avec les pays de l'AES. Moi, je ne dirais pas encore l'AES. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de négocier avec l'AES, mais il a tenté de négocier individuellement avec les pays de l'AES. Il a été au Niger, il a été au Burkina, mais il n'est pas venu au Mali. Malgré que ce n'est encore qu'une confédération, nous avons des choses en commun, notamment notre diplomatie. S'il devait y avoir une tentative de négociation bloc to bloc, ça devait se faire entre le représentant de João Gomes Carvinho et le représentant de l'AES en matière de diplomatie, qui est le ministre des Affaires étrangères du Burkina. Oui. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est parti voir le Premier ministre du Niger. Ensuite, il est parti voir les autorités de la transition du Burkina. Mais il n'est pas venu au Mali. Quand bien même il serait venu au Mali, cela veut dire qu'il nous a dissociés, il nous prend pays par pays. Or, c'est ce qu'il faut refuser. Soit ils nous prennent en bloc, et là, pour que nous soyons en bloc, il faut que nous ayons une structure permanente de la même envergure que la SEAE, le service extérieur des actions extérieures, comme l'Union européenne, pour avoir une unité d'action. Sinon, ce qui se passe, ça peut être très grave après. Parce que si chacun vient à nouer des rapports individuellement, chaque pays, avec l'Union européenne, par la suite, au moment où il faut se regrouper en fédération, ça va créer des problèmes. Donc, dès maintenant, il faut une unité d'action, et cette unité d'action doit s'inscrire dans les 3 piliers qu'on avait dit. Voilà, moi, je crois que
en tout cas, c'est mon dada. Si nous devons négocier, c'est en tant que confédération représentée par une structure, une superstructure, qui va négocier au nom de tous les 3 pays, avec chacun des pays restants du monde. Pas avec une entité. Mais si cela devait intervenir avec une entité, en ce moment, ce serait notre structure confédérée qui doit en ce moment négocier en bloc to bloc avec l'Union européenne et non les pays pris individuellement. Oui, allez-y, docteur. C'est par rapport à l'analyse de mon oncle. Lui, il est à un stade beaucoup plus avancé parce que l'Union européenne avait coupé tout court avec l'AES. Ils sont en train de revenir, mais pas pour peut-être négocier. Ils sont en train de revenir d'abord, se faire accepter. Effectivement, beaucoup de questionnements peuvent se faire parce que pourquoi aller au Niger, aller au Burkina, ne pas venir au Mali? Donc, c'est dans leur, c'est dans leur entendement, leur compréhension. Nous aussi, on comprend de notre manière. Et il faut savoir que ces 3 pays-là vibrent en phase. Tout ce qui se fait à Bamako aujourd'hui, tout de suite, le Burkina est au courant et tout de suite, le Niger est au courant. Et dire que l'Union européenne est en train de revenir, j'avais un peu scamoté la question quand on m'avait accordé la parole. Et je lui fais une petite histoire, pas trop longue. L'Italie s'était immiscée des problèmes du Mali à un moment, non? Oui. Voilà. Les Allemands, l'Allemagne, l'ambassadeur de l'Allemagne ou les députés allemands sont venus à Bamako nous menacer. Quand on avait coupé court avec la France. Même leur ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Le Danemark, lui, il a coupé toutes les relations avec le Mali. La Norvège et tout ça. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ces pays-là? Donc, il ne faut pas vraiment voir le côté émergé de l'iceberg. Tout ce qui se passe en dessous, c'est autre chose. L'Union européenne, c'est toute cette mascarade-là. Parce que dans les narratifs de Macron, quand Macron parle souvent, je suis, il dit nos amis, quand il veut parler d'Africains, il parle d'amis, nos amis africains. Mais quand, avec l'Union européenne, il dit avec l'Union européenne, voilà. Il parle de l'Union européenne d'une manière et il parle de l'Afrique d'une autre manière. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça démontre à suffisance que l'Union européenne, ils sont en train de venir encore, faisons attention. Parce que les relations avec l'Union européenne, c'est comme se coucher dans un trou avec un serpent venimeux. Il finira toujours par t'avoir. Ils sont en train de nous cajoler, de nous caresser dans le sens des poils. Mais au même moment où ils viennent nous rapprocher, c'est au même moment que leur action néfaste, nuisible, se déroule à Niamey. Là, on peut faire la parallèle entre les deux choses. C'est une tentative de distraction, c'est pour nous distraire. Cette Union européenne-là, vraiment, il y a assez. Ils ont toujours dit pour nous qu'ils aident l'Afrique, l'aide au développement, ceci, cela, les bourses d'études. En fait, tout ça, c'est des pipeaux. L'aide qui ne parvient pas à nous, c'est que Thomas Sankara a dit. Ouais, à nous faire passer de l'aide. À nous faire passer de l'aide, ce n'est pas de l'aide. Ces gens-là ont toujours dit ça. Hein. Oui, l'Union européenne, on va financer des projets. Quel projet? Quel impact? Depuis qu'on est né là, il y a cette histoire d'Union européenne, d'aide et tout ça. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Montrer du doigt l'hôpital qu'ils ont construit au Mali. Montrer du doigt quelle est l'unité industrielle qu'ils ont construite au Niger. Les Nigériens mouraient de maladies professionnelles, de ceci, de cela, à cause de l'uranium. La France a daigné faire quoi? Rien. Donc, assez, moi je pense que, à mon humble avis, c'est une vie de mon esprit. Vraiment, qu'on laisse ces gens-là en paix parce qu'ils nous ont causé tellement de choses qu'on doit vraiment se défaire d'eux et prendre notre chemin comme ça, quoi, nous seuls. Et je pense que ça doit aller. Ok. Doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Je crois qu'en fait, ça revient à ce que je lui ai dit. C'est que l'Union européenne est une entité qui essaie de mener une politique commune. Mais à côté, la France a toujours voulu dire à l'Union européenne, l'Afrique de l'Ouest, c'est ma chasse gardée. Effectivement. Ne vous mêlez pas ou alors suivez-moi.
Mais il n'est pas dit, comme tu l'as dit une fois, peut-être qu'il y a des moments où des pays individuellement pris de l'Union européenne ont essayé de soutenir la France dans sa domination de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a eu d'autres moments où ils ont tiré à boulet rouge sur la France, notamment l'Italie et un vice-premier ministre Meloni et un vice-premier qui ont toujours accusé la France. Matteo Salvini. Matteo Salvini et autres là qui ont toujours tiré sur la France. Di Matteo. Voilà, qui sont en train d'exploiter. Et ils le savent eux, que c'est grâce aux ressources minières de l'Afrique de l'Ouest que les usines, les industries de la France sont compétitives. Et or, ils sont tous en compétition. Et donc, mais c'est la nature même du français qui a voulu même quand ils sont venus ici, c'était dans le cadre de Barkhane, je crois. Takuba. Il a amené tous ces gens-là. Déjà, la Norvège et le Danemark, c'était l'OTAN. C'était même plus l'Union européenne. Mais c'était l'OTAN européen. Quoi. Voilà. Mais en plus, aucun des pays n'a voulu réellement s'engager en amenant certains n'ont même pas amené plus de 60 hommes. Ouais. Donc, ils se sont inscrits dans une aide minimale. C'est le minimum syndical qu'ils ont fait. Sinon, l'objectif de Macron, c'était profiter d'abord, parce qu'il ne pouvait pas tenir financièrement son occupation au Mali, il voulait faire débloquer les autres pour ses intérêts à lui. Il voulait aussi que les autres interviennent avec leurs militaires pour ses intérêts avec lui. Les autres le savent. C'est pourquoi ils n'ont fait que le minimum syndical. Mais quand ça a commencé à chauffer, ils se sont retournés contre la France. Et aujourd'hui, même avec Trump, c'est la même chose. Ils se retournent à peu près contre la France. Parce que la France les avait, lors des élections passées, entre Joe Biden et Trump, l'Union européenne, dans sa majorité, grâce à la France, avait plus fait aux causes pour Joe Biden. Ah oui. Kamala Harris. Kamala Harris, du moins. Or, Kamala Harris a échoué. Et donc, Trump, c'est quelqu'un il est vindicatif. Ah oui. Il garde toujours tout sous l'ongle. Il a des problèmes avec, comment est-ce qu'on appelle, Obama. Parce que, je l'ai dit ici, il l'a ridiculisé lors d'un banquet pour les communicants, pour les journalistes. Il en veut à Obama parce qu'il a eu le prix Nobel de la paix sans avoir rien fait. Donc il se croit fondé à avoir aussi ce qu'Obama peut obtenir, lui, pourquoi pas lui, Trump. Ensuite, il en veut à Joe Biden, qu'il avait détrôné, et selon lui, de façon illégale. Et ensuite, il en veut à tout un tas de monde. Et maintenant, vous voyez, celui sur lequel son pitching ball, c'est Macron. Parce que Macron a soutenu, et avec Macron, l'Union européenne a soutenu Kamala Harris contre lui, et malheureusement, ils ont échoué. Ça, il leur fait payer. C'est pourquoi il a des dents contre lui. Des dents contre, surtout Macron, qui le ridiculise à tous les carrefours. Donc, Macron, les Français ont cette habitude, ils vont toujours jouer. On dit que les Français ne mettent jamais tous leurs œufs dans les mêmes paniers. Ils ont toujours un panier à côté. Donc, ils sont en train de se servir de ce terrorisme-là, peut-être pas en combinaison avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne peut engager des négociations, peut entamer des négociations avec nous, mais la meilleure manière de négocier, d'entamer ces négociations, c'est de prendre, et la meilleure façon de reconnaître l'AES, c'est s'adresser aux dirigeants de la Confédération en tant que tel. Ça, c'est une reconnaissance officielle. On n'a pas besoin de prendre les pays individuellement. Il venait avec IB, il ouvre les négociations, IB étant le président de la Confédération, tous les argones sont là et le chemin est engagé. Mais pourquoi aller au Niger, ensuite venir au Burkina, ensuite aller au Niger et sauter le Mali? Ça fait partie d'une stratégie qu'il ne faut pas accepter. Même s'il n'y a rien derrière, moi je m'en méfie. Ok. Docteur, nous revenons vers vous. Vous l'aviez dit, la proximité entre l'aéroport du Niger et le palais présidentiel, qui varie entre 10 et 12 km. Ça fait 18 minutes en voiture,
25 minutes en moto, tout au plus, si nous savons que ces mercenaires ont des motos qui sont rapides quand même. 2h35 minutes si vous devez marcher. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir cette histoire de stock d'uranium à l'aéroport? Surtout, vous êtes médecin, vous connaissez c'est quoi la radioactivité, les dégâts que ça peut causer. Or, nous savons que la jeune française ne va pas hésiter s'il faut faire passer toute la population de Niamey pour obtenir l'uranium du Niger, ils ne vont pas hésiter une seconde. Est-ce qu'il n'est pas temps d'accélérer peut-être l'exportation de ces stocks d'uranium, puisque nous ne transformons pas pour le moment, vendre ça à qui peut l'acheter, ou tout simplement trouver un moyen de cacher ça pour échapper à leur radar, comme les Iraniens ont eu à le faire plusieurs fois? Oui, vous savez, l'Afrique étant ce qu'elle est, nous sommes souvent lents dans tous les processus que nous entamons. Vous avez parlé, disons, tu as parlé des effets néfastes de l'uranium. L'uranium, ce n'est pas un bon minerai. Les bénéfices sont énormes, mais ce que ça peut causer comme danger, c'est au-delà de l'entente de l'humain. Donc, quand on a une telle chose, nous, on n'a pas de technologie pour transformer ça. Et je suis sûr et certain, je ne connais pas la quantité de tonnage d'uranium qu'il faut pour faire une bombe nucléaire. Mais je sais que un gramme de concentré uranique produit la même quantité de chaleur que 1000 tonnes de charbon. Voyez-vous. Donc, or, nous avons 1000 tonnes, c'est ce que... Oui. Bon, je ne sais pas, c'est à vérifier. Oui, donc de tels... Voilà. 1000 kilos ou 1000 tonnes? Une tonne? C'est pas que 1000 kilos, c'est une tonne. 1000 tonnes? 1000 tonnes, oui. 1000 tonnes. Oui, 1000 tonnes. Exactement. En tout, c'est une grande quantité. Hein. Près de 1500 tonnes qui ont été extraites, mais à l'aéroport, on parle d'un chiffre approximatif de 1000 tonnes. D'où tout cet agissement de la France là, et puis il y a plusieurs millions de dollars derrière tout ça. Donc moi je pense que les autorités nigériennes sont en train même de prendre du temps, quoi. Négocier avec quelqu'un qui va payer ça tout, un seul jour, il vient et il ramasse tout, quoi. Comme ça, c'est fini. Les Russes étaient dit intéressés à l'uranium du Niger. Mais moi je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'en est-on exactement avec cette négociation, mais au regard de la gravité de ça, l'uranium là est l'objet de convoitise. Même si l'armée française doit venir, ils prennent tous les Français, ils viennent avec, ils n'hésiteront pas à le faire, parce que c'est important à leurs yeux. Donc le Niger doit faire vite, même s'il faut brader ça, vous bradez ça, quoi. Voilà. Parce que c'est la patate chaude dans leurs mains. Et ce sont les deux revers de la médaille. Patate chaude, parce que quand on vend tout de suite là, de toutes les façons, le Niger... On parle d'une valeur de plus de 170 millions de dollars. 170 millions, même si le Niger a 100 millions de dollars qu'ils prennent. Parce que on ne sait jamais, quoi. Ces gens-là sont prêts à tout. Ils sont allés au tribunal international, cours d'arbitrage. Cours d'arbitrage, ils n'ont pas eu gain de cause, ils ont tout dit. Ils ont ouvert une enquête en France. Et le juge dit qu'ils sont en train de, de surveiller. Vous surveillez quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça, c'est une insulte à l'intelligence. Et ils sont tenaces parce qu'ils ne vont jamais laisser. Si on dit que tu seras accusé de vol parce que tu es rentré là-dedans, si tu n'es pas rentré, l'affaire est vite dite, quoi. Oui. Donc le Niger a tout à gagner en se débarrassant de ces colis-là. L'argent qui va être gagné de ça va beaucoup booster l'économie nigérienne, cela va sans dire. Et voilà, c'est une course contre le chrono, parce que déjà, le glas est sonné. Voilà. Ils ont déjà, doyen, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voir, est-ce que ce n'était pas une façon de tester les défenses au niveau de l'aéroport international de Niamey? Vous qui peut-être être un peu spécialiste de droit, nous sommes face à une situation de crime contre l'humanité quand même. Parce que l'uranium, là, si jamais s'ils avaient réussi à atteindre leur cible, mais quels en seraient les dégâts sur les humains? Et si nous savons que tout autour de l'aéroport, c'est des populations civiles qui habitent. Tant que ce ne sont pas directement des
militaires français qui sont exposés sur le terrain, une telle attaque, est-ce qu'on n'est pas face à une situation de crime contre l'humanité? Moi, je voudrais revenir comme j'étais inspecteur des douanes à la base. Oui. Il y a une astuce chez nous. Ok. Quand on saisit une marchandise, souvent on est pressé de partout par des interventions. Alors pour quelqu'un qui est futé, dès lors qu'on saisit, on demande une ordonnance de vente avant jugement, on liquide la marchandise et on garde le produit financier. Ok. Ça évite, parce que quand les gens viennent pour interdire, on a déjà vendu. Moi-même, m'est arrivé de le faire, et je l'ai fait souvent, je l'ai conseillé en tant que chef du service contentieux de la douane. Mais moi-même, je l'ai fait en tant que pratiquant. Dès lors qu'il y a une saisie, débarrassez-vous, il faut transformer la saisie en demandant une ordonnance de vente avant jugement, et en ce moment, le produit est liquidé, c'est l'argent qui est gardé. Ça évite les interventions, ça veut dire que la procédure est déjà engagée, on ne peut plus revenir en arrière. Ça, c'est pour ce qui concerne la procédure qu'il doit y avoir. Mais on peut appliquer la même procédure à l'uranium. Parce que les menaces ou les jugements qui vont intervenir ou les plaintes qui sont en cours n'empêchent pas qu'on vende et qu'on garde le produit de la vente en attendant un autre règlement. Maintenant, pour ce qui concerne la dangerosité, qu'il s'agit de l'uranium éminemment radioactif, que ce soit par risque de terrorisme ou pas, il faut garder ce produit loin de la population. Enlever ce produit de son site pour l'amener, ou peut-être qu'il y a un embryon de moyens pour stocker, et l'amener à l'aéroport. Nous savons, nous sommes tous, comme il le dit, nous sommes des Africains, nous sommes souvent négligents. On peut l'approcher et toucher en se disant que ça ne fait rien. Les gens disent que ça fait, mais ça ne fait rien. Même le contenant peut être radioactif, peut être contaminé. Donc, amener ça à quelques encablures de la ville d'une telle grande population, ce n'est pas prudent. Que ce soit parce qu'il y a les risques terroristes ou pas, dans les deux cas, ce n'est pas prudent. Donc, il faut, dans la logique de ce que j'ai dit, s'en débarrasser le plus vite possible et quitte à trouver un accord avec Orano pour essayer de partager kiff ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou vendre. Mais en tout cas, il faut se débarrasser, se débarrasser de ce produit-là extrêmement dangereux. Et pour le Niger et pour les pays environnants. Parce que quand ces choses s'enflamment, ou je ne sais pas quand, les poussières ou les nuages radioactifs peuvent voyager à travers toute l'Afrique de l'Ouest, selon l'orientation du vent. Donc c'est extrêmement dangereux, il faut faire attention. Pour appuyer ce qu'il a dit en tant que médecin, cette histoire de radioactivité, il y a deux effets. Il y a les effets déterministes et les effets scolastiques. Effets déterministes, là, il n'y a pas de seuil, quoi. Ces effets interviennent simplement, ça te bousille la peau, ça fait arrêter le cœur, ça bousille, ça arrête tout le système. Et ça donne la mort. Oui, un coup. Et les effets scolastiques, ce sont les effets à long terme. Ça peut jouer sur l'ADN de la cellule, sur le chromosome et tout. Et à la longue, provoquer des cancers les plus redoutables de l'espèce humaine. Des lymphomes, des carcinomes et tout ça là. Ce sont les noms des cancers. Et quand tu attrapes ces cancers-là, vraiment, à long ou court terme, la durée de ta vie est limitée, quoi. Parce que très généralement, il n'y a pas de traitement approprié souvent. Souvent, on fait de la chimiothérapie, la radiothérapie et tout ça, mais cela ne suffit pas. Parce que souvent, la caractéristique et la dangerosité aussi de certains tumeurs malignes, comme on les appelle les cancers, c'est de produire des cellules cancéreuses à distance et d'aller s'attaquer à d'autres organes à distance. Vous voyez, un cancer du pied, par exemple, le cancer qui a tué Bob Marley, le mélanome qui a tué Bob Marley, c'était au niveau des pieds et ça a fait des métastases au niveau du cerveau. Donc, cette histoire de radioactivité, il faut faire extrêmement attention avec. Et dans le service, quand vous partez dans les services de radiologie, il y a des zones même qui sont limitées.
Et il y a un principe qu'on appelle le principe Alara. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire l'examen si ce n'est pas indiqué. Si l'indication est là, tu le fais. Et il y a les doses. À partir d'un certain nombre de doses, même si tu sais pas, par exemple, je donne un exemple sur la femme enceinte, si tu ne sais pas son statut, voilà, et tu ne sais pas qu'elle est enceinte, qu'elle reçoit au premier trimestre de la grossesse une certaine dose, ça amène directement par tératovigilance à interrompre la grossesse. Parce que l'enfant qui va naître certainement ne sera pas un enfant bien formé. Vous voyez, en amont, il y a beaucoup de mesures. Même les techniciens radio, pour pouvoir réaliser des examens, doivent porter des combinaisons spéciales, des caches-yeux, des lunettes spéciales, des caches-gounades et tout ça là. Parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon. La radioactivité peut aller au-delà de tout ce qu'on pense. Okay. Donc, avoir de tels produits et les garder chez soi, ça amène à penser que ceux qui, au moment des grandes pénuries, qui ont acheté du carburant et qui ont gardé dans leur maison. Exactement, c'est la même chose parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser. Ok. Doyen, nous revenons vers vous. Vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, dès votre première prise de parole, ou la seconde d'ailleurs, la dangerosité de voir des gens téléguidés pour attaquer les Niger ou bien les pays de l'Est. Et vous l'aviez dit, que son Excellence le général Abdourahmane Tchani a pointé du doigt surtout les sponsors étatiques étrangers, les sponsors qui sont derrière ces mercenaires. Il a bien utilisé les termes comme ça. Mais jusqu'à quand on va continuer à subir des attaques téléguidées, manipulées? Parce que là, c'est comme par exemple la France nous fait la guerre sans impliquer directement les militaires français. C'est des Africains qui sont utilisés. On revient au concept encore des tirailleurs sénégalais. Oui. Donc c'est des Africains qui sont utilisés pour les intérêts des puissances européennes, mais en tuant contre quand même les populations africaines. Oui. Jusque quand? Qu'est-ce qu'on peut faire si nous pouvons avoir des astuces pour vraiment nous démarquer de cette modalité de guerre? Bon, je crois que tu fais bien de le rappeler. Il y a 3 ou 4 émissions, le neveu l'avait dit, en football, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Et ce principe s'applique même dans ce cas-là. Et la semaine dernière encore, on l'a rappelé, qu'il ne faut pas rester sur l'expectative, se contenter de se défendre, qu'il faut au moins créer l'insécurité pour les autres aussi. Et donc... Mais on ne peut pas le faire directement quand même. Pourquoi pas? Ça serait... Mais vous savez, je vous avais dit ici une chose. J'ai dit directement ou indirectement? Même directement. Même directement. Indirectement si c'était possible, mais comme nous n'avons pas le même degré, nous ne sommes pas aussi hypocrites que les autres, on peut bien mettre en place des systèmes pour faire savoir l'imminence d'une attaque. Au moins déjà l'imminence d'une attaque contre un des pays. Parce que s'il faut aller à la guerre, vous savez, dans la rue, là, c'est le premier qui frappe qui a toujours... généralement, en matière de boxe, on vous dit, on en causait tout de suite. Oui. Il faut toujours le premier à frapper. Oui. Et donc, quand ils sentent qu'eux, ils peuvent être frappés, là, il y a un problème. Si c'est ce qu'ils cherchent, mais moi, ce que je vous dis, et je le dis toujours, nous sommes des citoyens lambda. Nous avons une vision, nous sommes toujours trop pressés. Peut-être que nous voyons dans le bon sens parfois, mais nous sommes trop pressés. Ces dirigeants qui sont au sommet, ils ont des renseignements que nous n'avons pas. Ils ont un planning que nous n'avons pas. Ils ont une patience souvent que nous n'avons pas. Nous nous sommes montrés impatients dans certains domaines parfois, mais au moment où on s'y attendait le moins, où on n'en parlait même plus, ils ont réagi. Parce qu'ils ne réagissent pas spontanément comme ça, comme nous, on voudrait que ce soit. Donc, ils ont tout un ensemble de paramètres à observer, à calculer, pour savoir à quel moment il faut agir. Ça, c'est une chose. Sinon, aujourd'hui, tu demanderas à tous les Maliens, ils vont se dire, bon, écoutez, choisissons un pays, allons nous attaquer à ce pays. Et les 3 vont s'attaquer à ce pays. Et ce pays qui sait que quand c'est les 3 pays de l'AES qui s'attaquent à lui, là, malgré l'intervention de qui que ce soit, ça va barder pour lui. Oui, c'est fini.
Et donc, mais pour une fois, une de nos autorités de l'AES a dit, et je crois que la référence aux animaux n'était pas, à la manière de crier des animaux, n'était pas anodin, aboyer et rugir. Et comme c'est Tiani qui monte au créneau pour dire que vous avez assez aboyé, il nous appartiendra peut-être maintenant de rugir. C'est un indice. Tout à fait. Et je ne pense pas qu'il parle comme ça au hasard. Parce qu'il connaît l'état d'avancement de tous les 3 autres pays. Ils sont en concorde. Donc, est-ce que et c'est quelque chose qui va venir compléter un avertissement que le président IB avait fait. Il avait parlé bientôt l'albinos noir. L'hiver noir. Et il a parlé de l'hiver noir. Tous ces 3, c'est des indices qui sont donnés et qui nous font savoir, faisons confiance à nos autorités. Si cela devait se faire, ils agiront en temps utile. Ok. Docteur, vous ajoutez quelque chose? Il est temps que le pays de l'Est aussi, peut-être, quand je parle de directement, c'est peut-être envoyer directement nos armées. Indirectement, comme ils sont en train de le faire, ils nous envoient des groupes armés. Les groupes armés, ils n'ont le monopole d'en créer quand même. Oui, nous, je l'avais dit ici, effectivement, les pièces du puzzle sont en train de se souder petit à petit. Les indices que le douanier vient de dire, ce n'est pas pour rien. IB, quand il te parle en parabole. Mais Tiani encore, IB est encore plus facile à comprendre que Tiani. Tiani, vous voyez, il a pris 2 cris d'animaux, aboyer et rugir. Qui aboie, c'est les chiens, mais qui rugit? C'est le lion. Les lions. Donc le rugissement du lion fait plus peur que l'aboiement du chien. Donc, je pense que les autorités de ces 2 pays cités nommément, les présidents cités nommément, Tiani et le président Ouattara. Et Talon et Ouattara. J'ai dit Talon et Ouattara, ils doivent vraiment avoir je ne sais pas, une diarrhée profuse, ou je ne sais pas trop, j'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que ce qu'il a dit, ça vient de son cœur. Et là, cette fois-ci, peut-être c'est l'attaque de trop. Donc j'ai dit chaque fois, attendons voir. Effectivement, parce que ils sont à un niveau d'information, à un niveau de décision que nous, on n'est pas. Ils ont les services de renseignement, ils ont tout. Et eux aussi, ils sont peut-être en train de penser à leur capacité de nous, puisque c'est 2 pays insignifiants du point de vue militairement. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle a comme militaire? Rien. L'armée française. L'armée française, bon, même l'armée française, 34e bâtiment, ça s'arrête là-bas. Comparativement à ce que nos 3 pays ont comme puissance aujourd'hui de fait, même les 36e bâtiments ne peuvent pas les arrêter. Au Bénin, on vient de voir les récents événements. C'est l'armée, française qui vient avec les Nigérians. Patrice Talon a dit qu'il n'a pas besoin d'une armée forte. Non, lui, vous savez, les talons, ce sont les erreurs de parcours de la vie, quoi. Dieu fait de quelqu'un un président. Dieu fait de toi un président parce qu'il a voulu. Sinon, les talons n'ont pratiquement pas grand-chose dans leur matière grise, quoi. Il n'est pas fait pour être président. Et là, on le retourne l'ascenseur. La plus grande démocratie, c'est où? Par les États-Unis. C'est ce qu'ils disent. N'est-ce pas? La plus grande armée, c'est qui? C'est pas les États-Unis. Qui fait une armée, qui fait une démocratie, c'est pas l'armée. Oui. Et lui, il doit revenir à l'école encore, qu'on enseigne des choses, quoi. L'armée américaine est née du fusil de George Washington quand même. La démocratie américaine est née au bout du fusil de George Washington. Évidemment. Donc, des gens comme les talons je ne sais pas quoi, des présidents circonstanciels, ils n'ont qu'à faire attention. Parce que l'heure, quand même, a sonné, la récréation est maintenant finie. Ok. Voilà. Je voudrais juste ajouter que la semaine dernière, on avait parlé, moi, en fin d'émission, j'avais parlé de la nécessité de faire assurer la sécurité de nos autorités par une entité haïtienne. Je ne crois pas que, même s'il ne l'a pas cité, les
forces unifiées n'ont pas intervenu dans ce secteur-là, dans cette attaque. Mais les forces unifiées étaient présentes là. Elles étaient présentes. C'est pourquoi, même si on ne les a pas citées nommément, parce que ça, je n'ai pas tout écouté, mais je ne crois pas que tout ceci se soit déroulé alors qu'eux, ils sont là, qu'ils n'ont pas agi. Donc, ça veut dire que petit à petit, on vient à des... Ce que je peux ajouter aussi, avec maintenant, comment ça s'appelle, les technologies très très avancées en matière de guerre, nous, nos présidents en Afrique ici, tout le monde sait que c'est là où le président dort. Et là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Tout le monde sait, souvent les gens se vantent même dans la rue, un militaire se dit, voilà, bon, moi je suis du service de renseignement. Non. Il faudrait qu'on change les manières de faire. Nos présidents, le palais peut être peut-être son lieu de travail, ou bien il peut avoir plusieurs domiciles, parce que l'autre là a été pris dans là où il dormait, Maduro. Oui. Si Maduro avait des zones, par exemple 10 domiciles, il dort aujourd'hui ici, demain il dort là-bas. Alors, non, mais Maduro, c'est un cas particulier. D'après les informations à notre disposition, il serait pris dans un de ses lieux de résidence. Mais il changeait de résidence. Ils ont vendu la mèche en fait. Il a été trahi de l'intérieur. Et c'est ce qui est très dangereux, qu'on fasse attention, même aux gardes qu'on choisit, c'est tout ça. Parce que là, souvent, les gens n'ont pas leur langue dans la poche, quoi. C'est ce qui fait excessivement mal. Par exemple, au temps d'un président de la République, que les dévanciers du président Assimi Goïta, tout ce qui s'est passé, quelque chose s'est passé tout de suite aux conférences, disons, au Conseil des ministres, et 30 minutes, tout Bamako était au courant. On est où? Il faudrait quand même choisir des bons gens qui sachent. La discrétion. La discrétion doit être de mise. Parce que toi-même qui es des services de renseignement, tu te gonfles la poitrine et tu deviens invalidé, tu te vends de ça. Ça, c'est contre ta propre vie. Par exemple, à un certain niveau, que le bon Dieu nous en garde, si l'ennemi prend un élément de ton service de renseignement, un élément clé, alors c'est fini pour toi. Et si lui, il parle, il va, rendre tout ce qui est comme système de défense et tout ça là. Or, un système de défense, on prend du temps pour le mettre en place. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais on a lu beaucoup de livres d'espionnage de ceci, de cela. Et là, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'un seul drone qui échappe à votre contrôle peut tuer votre président. Et ça, il ne faudrait pas quand même perdre ça de vue, quoi. Ouais. Oui, et puis il faudrait aussi essayer, comme l'Iran a fait, de protéger certains de nos matériels qui nous aident beaucoup dans le combat, surtout les drones. Que personne ne sache de là où les drones sortent. Qu'on doit peut-être faire aussi des bunkers, ça ne manque pas ici, les lieux de discrétion. On doit mettre de l'argent là-dedans, mettre des bunkers pour vraiment sécuriser nos aéronefs, nos drones et tout ça. Tout ça, c'est des projets peut-être à long terme. Il faudrait que les décideurs aussi commencent à réfléchir dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas banaliser la sécurité là où nous sommes. L'ennemi, il est là et le rôde, il est dans les pommes. Donc, faisons extrêmement attention. Et il est aussi parmi nous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Doyen Pascal Tigré, c'est une carte à main. On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, mais Patrice Talon, je pense qu'il doit avoir des ennuis avec ces messieurs. Non, je crois que ça c'est mineur dans ce qui se passe. Ça c'est un problème interne à un pays, bien que ce pays... Mais qui peut être exploité. Qui peut être exploité, mais ce n'est pas forcément... la formule. La formule. Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Ah, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Agir pour éviter des conflits ouverts, agir en employant des proxies, mais les situations ne sont pas les mêmes dans nos pays. Nous avons une situation de rébellion qui a essaimé pratiquement ces 3 pays. Mais si c'était en Afrique du Nord, nous avons le problème de l'Algérie, ou qui peut être partagé, ou les autres, là, comme les Kabyles, le problème de la Kabylie. Si c'est en Mauritanie, il s'agit de creuser le filon, les assises des autorités mauritaniennes qui sont en train de primer une population noire
et qui ont pris la tête. Mais là, c'est des choses qui vont demander du temps et de l'argent. Or, le temps, c'est ce qui nous manque. S'il s'agit de nos pays voisins, il faut creuser une ligne de fracture, ou en tout cas élargir la ligne de fracture qui est là. Pour y arriver, ce n'est pas du jour au lendemain et ça prend beaucoup plus de temps. Est-ce que nous avons ce temps-là? C'est toute la question. Donc, il y a deux stratégies qui se confrontent. Soit exploiter des proxies qui vont élargir des fractures dans un ou plusieurs pays, ou deux pays ou trois pays, pour créer des problèmes là-bas. Mais là, c'est une lutte de longue haleine. Et pour préparer ça, est-ce que nous sommes en mesure de le faire tout de suite? Sinon, envoyer des messages très, très probants pour dire c'est la dernière ligne, c'est notre ligne rouge. Oui. Et vous dépassez ça, on amasse les forces à la frontière de ce pays-là qui sera visé. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est la population en ce moment qui va ressentir le danger de ce jeu de cache-cache. Moi, je crois que, en fait, ce que tu dis est la meilleure façon de le faire sans nous impliquer de façon apparente, mais nous n'avons ni les moyens ni le temps pour ça. Parce que nous sommes en construction et nous sommes arrivés à un moment donné qui est très critique, qui est très fragile. Un de nos dirigeants est touché, l'édifice peut s'ébranler. Ça, c'est vraiment la réalité de nos pays. Notre sort tient à ces trois hommes qui se sont bien compris, qui ont bien compris le sens de leur démarche. Et je crois que pour que nous puissions nous en sortir et passer à une étape fédérale, il faut résoudre ce problème, ne pas le laisser faire. Et pour ce faire, il faut creuser déjà la ligne entre la France et les pays européens. En quoi faisant? En essayant d'aborder les pays européens sans la France pour les agissements de la France. Parce que je ne crois pas que l'Espagne peut donner un coup de main, parce qu'on avait dit no contribution, no drink. C'est ce que les Américains disent. Tu n'as pas contribué à la chose, le jour où on doit se partager les résultats, tu ne seras pas là non plus. Donc tous ces pays européens sont venus, on va donner un minimum syndical, parce que le jour où il faudra partager les richesses du sous-sol malien, nous serons là, nous avons été là. Mais on est là au minimum. Mais ils savent que le bénéficiaire premier, c'est la France. Et donc, ils essaient de faire le minimum syndical pour être représentés à la table. Maintenant, ce qui se passe, nous, on n'a pas le temps à ça. Soit de ce côté-ci, on agit avec l'Union européenne pour isoler la France, ou alors on entreprend une action vigoureuse qui s'agira de masser nos moyens à la frontière d'un des pays pour donner l'imminence d'une attaque contre eux. Nous en avons les moyens et on a les moyens de secouer le rucher. Ok, merci beaucoup. Docteur, vous ajoutez quelque chose? Nous avons aussi des cartes à main. Il y a, je ne sais pas, Pascal Tigré, il est dans l'espace AS, il est au Togo, il est quelque part. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Mais c'est une carte majeure. Oui, j'aborde dans le même sens. Il y a Guillaume Soro qui est là. Guillaume Soro, exactement. Guillaume Soro, surtout en Côte d'Ivoire. Et en plus, parce que beaucoup de gens qui nous combattent sont officiellement présents à Abidjan aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça. Guillaume Soro, cette carte-là, c'est comme l'as de pique, quoi. On doit suffisamment jouer cette carte parce qu'il y a une fracture. C'est-à-dire la plaie entre Guillaume Soro et Ouattara ne s'est pas encore cicatrisée. Donc, il suffit simplement de crever cet aspect et quelqu'un sentira la douleur. Et Guillaume Soro, l'AS est finalement devenu son espace. Et quand il est devenu par la suite apatride à cause du monsieur Ouattara, pour qui il a fait tout, il a donné le don, il a fait le don de soi, il a sacrifié sa propre vie. Mais au finish, on voit ce qui se passe. Donc, on dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, n'est-ce pas? Guillaume Soro. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et mon ami, autant pour moi.
Il y a aussi le président Laurent Gbagbo qui Il y va a le président aussi, Laurent Gbagbo. Qu'il faut saluer au passage. Oui, ça, c'est l'un des meilleurs présidents que la Côte d'Ivoire n'a pas connu. Et du point de vue communication, vraiment coup de chapeau. Laurent Gbagbo est le meilleur en communication. Et quand il parle à la population, même les femmes au marché comprennent ce que le président veut dire. Et contrairement à ceux qui parlaient conjugués au subjonctif ici, personne ne les comprenait. Or, un message de communication n'est pas ça. Le message, s'il est dédié à une frange de population, ils doivent l'atteindre et puis susciter le feedback aussi. Ça, c'est ça. Vraiment, le président Gbagbo est à saluer. Mais Guillaume Soro, en tout cas, lui, il avait quand même dirigé une rébellion. Pourquoi ne pas former une rébellion tout de suite? Les moyens dont on est en train de parler là, ça ne demande pas de gros moyens. Ça ne demande pas de gros moyens. L'armée ivoirienne est une armée de façade. Des colonels, des généraux qui n'ont même pas le niveau de, je ne sais pas quoi, de la 9e année. Des gens qu'on a pris à tout bout des champs, qui ne savent rien de l'armée, qui se retrouvent à cause d'une rébellion à la tête de l'armée. Et là, c'est ça l'armée ivoirienne. Une armée, lors des défilés, on enlève les cartouches et les chargeurs de tous les fusils d'assaut et tout ça. Et même ceux qui ont des pistolets, ils ont rendu. Ça, c'est quel type d'armée? Une armée qui n'a pas... Et les politiques ne font pas confiance à leur propre armée. Donc, voilà, c'est des gens... on a laissé trop faire. On revient en arrière, il y a eu trop de choses du côté de M. Ouattara là. Qui continue de vouloir... Nous, on est quoi? Est-ce que Ouattara est... Je ne sais pas, c'est notre père ou bien c'est lui qui décide de tout ce qui se passe ici chez nous. Les 49 Wagner là, l'histoire là, tout le monde connaît. Et quand ces gens-là sont retournés par la négociation du fort, ils sont allés à Lomé et après à Abidjan. Les jours de leur, accueil à l'aéroport, c'était toute une moquerie. Ils se sont moqués du Mali. Vraiment trop, trop. Ils ont sifflé pour leur libération quand même. C'est-à-dire l'Ivoirien, ces dirigeants ivoiriens n'ont pas de dignité, quoi. Ce qu'ils disent et ce qui est la vérité. Et c'est Ouattara ivoirien. Bon. C'est nos débats. Lui, ça c'est vrai, Ouattara est loin d'être ivoirien, je l'ai dit ici. Hein? J'ai même fait ma main dans le fait que Ouattara n'est pas ivoirien. On connaît son histoire. Ce n'est pas l'histoire de Louis XVI ou bien de, je sais pas... Louis XIV. Louis XIV ou bien, je sais de Sundiata. De Sundiata. Ça ne date pas de longtemps. Non. C'est pas une histoire même, c'est trop récent. Dans les années 90 déjà, on faisait le discernement entre la main gauche et la main droite quand même. Tout est allé de là. Donc, bref, mon histoire, mon oncle essaie de mettre un peu toujours de l'eau dans mon Yamakuji, quoi. Comme Ouattara dit. Parce que quand je dis qu'il ne va sortir quelque chose, lui, il me dit de peser les mots. Et pourtant, il faut avoir des mots durs contre ce monsieur-là. Vraiment, trop, c'est trop. Mais vas-y, tu peux t'exprimer tranquille. Non, trop, c'est trop. Maintenant, moi, je suis passionné, j'aime bien mon pays. J'aime bien les dirigeants de mon pays. J'aime bien la quiétude dans mon pays. J'aime bien la confédération AES. Et je sais pertinemment que c'est cette confédération ou rien qui fera sortir notre pays de l'ornière. Vous voyez, le bout du tunnel n'est plus loin. Mais chaque fois qu'on avance, ils mettent du bâton dans les roues, des chemins pleins d'embûches, posés par des gens qu'on connaît. Si tu ne connaissais pas l'ennemi, tu pouvais faire des pensées et tout ça. Des gens qu'on connaît. Donc, il faudrait aussi que nous, on mette en place des mécanismes pour les nuire aussi. Parce qu'en Bamananga, Nikoko, Nekasuteko, quoi. Comment on traduit ça? Si tu ne veux pas qu'il fasse nuit chez moi, je ferai de telle sorte qu'il ne fasse pas jour chez toi. Oui. Exactement. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Merci beaucoup. Oui. Nous abordons le dernier thème de cette émission. C'est la suspension purement et simplement des formations politiques au Burkina Faso. Ça arrive quand même quelques temps après la décision du Mali. Et au Mali, nous avons vu tous les biens que cela nous a apporté. Parce qu'au moment où on prenait cette décision, on a vu certains politiciens appeler à un désordre, même voire à une anarchie, devant les palais de la culture, dans la rue et autres, pendant que le pays est vraiment engagé dans des opérations militaires. Et donc, comment vous avez apprécié cette décision?
Pour en finir avec le sujet qu'on vient d'épuiser, Allez-y. je ferai juste une citation qui est ressortie de mes lectures. Le chef de l'armée, un général, bon, c'est le plus haut gradé d'une armée, réussit toujours à engager ses hommes dans une bataille. Il faut le savoir. C'est dès qu'à la dernière extrémité qu'ils engagent leurs troupes. Sinon, ils ne veulent pas. C'est les premiers qui ne veulent pas la guerre. D'ailleurs, on voit les incitations de votre ami, Donald Trump. D'attaquer Bon, et Donald Trump, je vous ai toujours dit qu'il joue au poker menteur. Il peut se le permettre parce qu'il a les moyens. Mais il a beaucoup hésité quand même. Non, jusqu'ici, il hésite, mais il se montre fort. Il peut montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Effectivement. Et dans le cas d'espèce, je suis désolé de le dire parce que je vois que dans l'opinion publique malienne, l'Iran est chouchou, mais en réalité, l'Iran est en train ils ont envoyé des hommes aux États-Unis pour négocier. Actuellement, au moment où on se trouve, il y a des représentants iraniens et ils ont reculé sur un front. Ils avaient rompu avec l'AUS et toute négociation Ils ont tout tamponné la discussion. Il y a même eu un accord dans ce sens. Après la dernière attaque, la guerre des 12 jours, là, ils s'étaient retirés de tout et ils avaient dit qu'ils n'allaient plus négocier quoi que ce soit. Oui, ça, c'était une stratégie. Sinon, publiquement, ils disent qu'ils veulent négocier. Non, c'était ça. Leur dernier engagement, c'était de ne plus négocier. Oui. Aujourd'hui, avant même d'envoyer des gens là-bas, ils ont affirmé ce n'est pas par la force qu'ils vont y aller, mais que par des négociations. Donc, c'était pour désamorcer cette histoire d'attaque. Ensuite, aujourd'hui, j'avais l'information comme quoi ils ont envoyé des émissaires qui sont arrivés aux États-Unis hier ou aujourd'hui pour entamer des discussions avec Trump. Donc, Trump joue au poker menteur. Et les Iraniens aussi savent ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils peuvent faire pour désamorcer la situation. Ils réagissent en conséquence, ils montrent eux aussi leur force, mais en réalité, en bas, ils négocient. Personne ne veut discuter en position de faiblesse, quoi. En position de faiblesse. Ils rééquilibrent les choses. Maintenant, pour ce qui concerne la dissolution des partis politiques au Burkina Faso, je voudrais vous faire, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Non. C'est toute la question. Et c'est ce débat qu'on avait eu ici au Mali. C'est-à-dire on avait la multiplication des partis politiques et des mouvements politiques était le résultat d'un abattardissement de la politique. C'était devenu du n'importe quoi. Le premier venu pouvait créer son parti et faire ce qu'il veut. Donc, ce qu'on a voulu obtenir, le multipartisme intégral, on est parti à l'extrême. Parce qu'on voit maintenant que le multipartisme intégral, c'est faux, ça ne marchera pas. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche d'union qui peut aboutir sur une fédération. Nous sommes dans une confédération, nous sommes en train d'évoluer vers une fédération. Ça exige beaucoup de choses. L'unification de beaucoup de choses, de ce que nous avons en commun, et essayer de négocier pour réunir ce que nous avons de différent, pour en faire une seule action commune. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et dans ce temps-là, la démarche alternée ou la démarche au même rythme est importante. Nous avons, c'est le Burkina qui s'était donné, auquel on avait donné 5 ans ou plus pour la transition. Le Niger a suivi en se donnant un temps X pour la transition. Le Mali, qui était en attente, est venu pour s'aligner sur ça. Il y a un alignement sur la démarche des autres. Nous avons dissous ces partis politiques. Ce qui est vrai, c'est que d'ici 4 ans ou 5 ans, peut-être que ces partis politiques vont disparaître d'eux-mêmes. Et peut-être une nouvelle classe de politiciens va apparaître. Et c'est ce qu'on cherche. Parce qu'on ne peut pas prendre ces mêmes-là pour recommencer et faire du neuf avec. Ça ne marchera pas. Et ils le sentent. C'est pourquoi ils sont en train de lancer leurs énergies dans toutes les batailles pour essayer de ne pas disparaître. Parce que maintenir un parti politique en vie, mais c'est la croix et la bannière. Ils savent combien de temps ils ont mis pour constituer ces partis politiques avant que la création de partis politiques devenait moins cher que d'acheter un tas d'arachides. Aujourd'hui, ils savent, ceux qui ont construit ces partis politiques réels savent ce qu'ils ont mis là-dedans comme effort. Mais ceux qui sont venus
les partis, je ne sais pas, satellites là, eux, ils ne ressentent pas parce qu'ils n'ont rien dans les mains. Ils ont créé sur papier, c'est des partis de télé, et il n'y a rien derrière. Ils viennent dans les journaux, ils viennent dans la télé, ils font une conférence de presse, ça ne tient qu'à 2 ou 3 personnes de ce parti-là. Donc moi, je crois que ça s'inscrit dans une démarche collective. Le fait de dissoudre les partis politiques au Burkina Faso s'inscrit dans une démarche collective pour essayer de tout remettre à plat. Au moment où on va en sortir, qu'il en sort des partis politiques avec des leaders nouveaux qui peuvent s'inscrire dans la démarche de la fédération. Voilà ce que moi je pourrais dire à ce sujet. Docteur, fin des partis politiques pour le moment au Burkina Faso. Et d'ailleurs, même leurs biens, non, je pense que les biens doivent être récupérés par l'État. Tout à fait. Suspension ou fin? Je ne sais pas. Suspension. On parle de suspension, mais nous savons que c'est une dissolution, une fin qui ne dit pas son nom. Oui, c'est une fin. Effectivement, Burkina Faso, Mali, parti politique, Niger, blanc, bonnet, blanc, c'est la même chose. Tous ces partis politiques-là, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont apporté au pays? Rien. Ils ont été subventionnés. J'allais en venir. L'État leur donnait de l'argent. Tous ces grands partis politiques-là, au Mali, on savait. Il y a des gens qui ont vécu des politiques pendant 30 bonnes années. C'est l'État qui paye tout, même leur voyage pour aller se soigner au Maroc et tout ça. Ou pour aller à l'Occident. Leurs vacances, c'est l'État malien qui payait tout ça. Parce que l'argent là, en fait, c'est retourné contre eux. Parce qu'ils se disaient, bon, là, il ne va rien se passer, parce que voilà, parce que... Or, les histoires d'argent, c'est des choses vraiment qui sont très, très bien réglementées. Surtout quand il s'agit de l'État, alors tous les documents sont là. Les virements bancaires qui ont été faits dans quel compte, pour quel but. Voilà. Donc, généralement, l'argent qui était versé au niveau des partis politiques devrait les servir quand même à former la population, en tout cas à la démocratie, à la vie de la démocratie, et à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un parti politique, qu'est-ce que c'est qu'une activité partisane, et alors quel est le rôle d'un député, d'un maire, ainsi de suite. Mais, à notre grande surprise, l'argent passait ailleurs. Ce n'était pas comme ça devrait se faire. Donc, les autorités nouvelles venues, vu cela, quand ils ont déjà commencé à brandir ces dossiers-là, beaucoup de politiciens ont eu vraiment de l'urticaire. Parce que l'argent a été mangé, il n'y a pas de justificatif. Peut-être c'est la prison qui les attend. Donc, je pense que le Burkina s'est inspiré du Mali, même si ça ne dit pas son nom. Et maintenant, au Mali, quand tu commets un acte de délinquance financière et quand ça s'avère et quand les jugements, les cours rendront le jugement, même si tu ne peux pas payer de ta poche tes biens là, même si c'est ton pantalon déchiré là qu'on vend, on vend pour restituer l'argent du pays. Ah mais tu es sévère quand même, pantalon déchiré. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Tu payes, hein. Si on t'épingle parce que tu as fait une malversation financière, les nouvelles lois disent que tu payes. Même si c'est ta maison qu'on doit vendre, on doit vendre. Donc moi, je vais un peu plus loin. Oui. Hein? Toi, tu essaies de mettre de l'eau dans mon émacoudi. Moi, je n'aime pas ça. Non, vas-y, il faut continuer. Voilà. Donc c'est pour dire, c'est pour être vraiment une kamikaze verbale, leur dire que c'est ce qui les attend. Vraiment, trop c'est trop. Le Mali n'est pas égal aux politiciens. Hein. Nous sommes 22, 23 millions d'habitants. Ces politiciens-là, tout rassemblés, ils ne veulent pas 2000 personnes. Et c'est eux qui décident de tout au Mali. Ils ont bousillé, ce n'est pas seulement au Mali par ricochet au Burkina Faso, ils ont bousillé le système éducatif, ils ont mis l'armée en lambeaux, ils ont mis même notre éducation et notre manière, notre culture même à lambeaux. Donc ces gens-là, vraiment, au nom de cette démocratie, ils se sont pas mal, excusez-moi le mot est un peu fort, foutus de notre gueule, quoi. Donc il est temps qu'on mette un terme à ça. Parce que nous, on était comme un navire. Tous ces pays-là, hein, Mali, Burkina, Niger et tout ça, c'est comme des navires ivres, quoi, déboussolés, qui est sur un océan, en pleine tempête, dans la nuit, on ne sait pas où on va.
On n'avait pas de repères. Donc maintenant, il est temps qu'on dise non, non, assez. Et voilà, nous, on veut une autre manière de gestion. Et je prends l'exemple sur toi-même, à moult reprises, tu l'as dit dans tes émissions, la Libye n'était pas une démocratie, mais la Libye, c'était un État-providence absolu. Les Brunei n'est pas une démocratie. L'Arabie Saoudite, l'Angleterre n'est pas une démocratie. Au Danemark, il y a un roi. Hein? La Belgique n'est pas... Il y a un roi aussi. Mais est-ce que ça a empêché la population vraiment d'être à un certain niveau de vie, d'aisance? Le Qatar aujourd'hui. Le Qatar, on peut passer toute la nuit à citer. Mais ces populations-là, est-ce que tu les vois prendre, je ne sais pas, la pirogue pour traverser la Méditerranée et aller mourir là-bas? Non, non, non. Non, mais les Qataris vivent mieux que, mieux que les Français. Ouais. Hein, ils n'ont même pas le même niveau de vie. Donc, qu'on nous, vraiment, qu'on nous casse pas les oreilles. Cette histoire de démocratie est une supercherie. C'est ce que l'Africain doit comprendre. Les manières de conduite d'un peuple ne doivent pas être édictées de l'extérieur. Nous, on a notre démocratie à nous. Et si vous voyez que tout galope ici, les escroqueries, les actes antisociaux, parce que c'est que le soubassement même de notre culture a été suffisamment émietté. Par qui? Par ces politiciens-là. Le respect dû aux aînés n'existe pas. Le comportement d'un citoyen vis-à-vis de la nation n'existe pas. La corruption, la gabégie à tout acabit. Les mauvaises conduites de vie à tout acabit. La drogue, la prostitution à tout acabit. Nous, on ne connaissait pas tout ça. Nous, on ne connaissait pas tout ça. Donc maintenant, il y a une manière de refaire. Nous sommes en confédération. Peut-être déjà les autorités sont en train de penser. Aux États-Unis, il y a peut-être des partis, mais il n'y a que deux grands partis, républicains et démocrates. Et pourtant, leur démocratie, leur soi-disant démocratie, je peux m'exprimer ainsi, en tout cas, à leurs yeux, est en train vraiment de développer leur pays et d'en faire leur pays ce qu'ils veulent. Donc, c'est ce que nous aussi, on doit penser. Tout le temps, on le dit, hein, tout le temps, on le dit, il ne faudrait pas que nous soyons vraiment la risée du monde. De tout le temps, on a subi, l'Afrique a subi, on a fait saigner l'Afrique. Et il est temps d'arrêter tout ça. Merci. Merci bien. Bon, nous arrivons au terme de cette émission. Doyen, vous avez quelque chose à ajouter ou bien c'est bon? Oui, je vais répéter ce que tu lui dis tout le temps. Restons concentrés. Oui. Ne nous laissons pas distraire par ces micmacs de l'Union européenne. Il faut faire extrêmement attention à ces gens qui viennent solliciter une coopération sur d'autres bases, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont tout fait pour nous enfoncer la tête sous l'eau. Ils n'ont pas pu. Donc nous avons une ligne de conduite qui nous a permis de nous en sortir. Il faut que nous restons focus sur cette ligne. Tout ce qui vient de nous, que ce soit les États-Unis, que ce soit... Je suis étonné que ce soit toujours la France qui soit accusée. Peut-être l'Union européenne, les pays occidentaux, mais tous, chaque fois qu'il y a un intérêt en jeu, tous les pays, même les plus faibles, viendront chercher leur part. Nous citons beaucoup de pays sont en sourdine, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, dont on ne parle pas assez. Leur action en sous-main contribue à déstabiliser nos pays. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est le lieu de ne pas oblitérer, de ne pas occulter leur nom, parce qu'on parle toujours de la France. La France peut-être n'est pas toujours là, seule à faire ces choses-là. Et donc, moi je crois, ce que je souhaite, l'Union, il faut se méfier de tout le monde. De ceux qui sont devant, de ceux qui sont derrière, de ceux qui sont des deux côtés. Il faut se méfier de tout. L'Union européenne qui vient pour tenter une nouvelle approche, il faut que nous restons nous-mêmes. Être sûrs que c'est notre force qui nous permettra de nous en sortir. Dans les points essentiels relevés dans le compte rendu de la rencontre avec le Premier ministre nigérien et avec les autorités burkinabées, il a toujours été question d'aide humanitaire,
de ceci ou de cela. C'est les mêmes propos qui sont revenus. Non, l'aide humanitaire, on n'en veut plus. Il faut que nous soyons nous-mêmes, qu'on refuse ces choses-là. Et on a prouvé que nous pouvons refuser ces choses-là et vivre par nous-mêmes. Ça va nous faire souffrir. Je crois qu'il faut rester, comme tu le dis toujours, concentré sur nos objectifs, concentré sur notre démarche et ne pas permettre à ces gens-là de nous distraire et ne pas leur ouvrir la porte. Merci beaucoup. Docteur? Le mot de la fin? Oui. Évidemment, on ne peut que se répéter. L'AES a pris un chemin de non-retour. On doit être sur le qui-vive parce que c'est la sauce de quelqu'un qui est renversé, quoi. La sauce de l'Union européenne, ils n'ont plus rien à manger chez nous. Donc, ils nous ont avisés. Une sauce qu'ils avaient volée. Ils nous ont avisés qu'ils vont revenir. On ne doit pas être comme ça, asseoir, à attendre ces moments. On doit être l'expectative armée. Et souvent, c'est un jeu de kickboxing où tous les coups sont permis. Donc, et pour eux, dent pour dent. Mais ayons à l'esprit que l'Union européenne, Qatar, Émirats arabes unis et tout ça là, tous ces pays-là, toutes ces entités-là sont drainés par qui? Par la France. La France est la tête pensante. Mais quant au financement, souvent, ils tournent la main aux Qataris. Ils aiment escroquer. Oui, c'est ça. Les Qataris aussi n'ont pas compris. Nous aussi, on est toujours ici. On doit rapprocher ces pays-là, discuter avec eux. Parce que peut-être ils ne savent pas tous les tenants et tous les aboutissants. C'est ce que ton oncle proposait. Exactement. On doit les rapprocher, parler avec eux, qui cessent vraiment de financer de mauvaises activités. S'ils ont besoin de quelque chose au Mali, nous sommes des musulmans comme eux. Ils ont leur ambassade ici. L'Arabie Saoudite, on va à la Mecque, il y a peut-être 10 000 Maliens. Ils se manquent de musulmans. Hein. Ils sont pas dans ça. Hein. Oui, mais écoute là, c'est des facteurs de facilitation. Ça peut faciliter. Donc si nous, on joue à ce rôle-là, en les demandant qu'est-ce que vous voulez de nous, au lieu d'aller vers les Français, qu'est-ce que vous voulez acheter avec nous, qu'est-ce qui vous intéresse? Comme ça, on va discuter. Et de cette discussion-là, jaillira la lumière, c'est sûr. Donc, à tous les Maliens, je leur dirais d'être encore patients. La patience, elle est chemin d'or. Prenons notre mal en patience. Et même si ce n'est pas nous, les générations futures vont bénéficier de ça. Tout ce que nous, on a eu comme difficulté, peut-être nos enfants ne l'auront pas demain. Quand il y aura l'AES nouveau, quand notre pétrole coulera pour nous, notre or brillera pour nous, notre coton blanchira pour nous. Et c'est sûr que ça ne reste plus longtemps. Parce que l'Occident est un Occident décadent et les choses sont en train de changer. La roue tourne et elle ne s'arrête pas de tourner. Ok. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous remercions sincèrement nos deux invités ici présents. Dr Mamadou Sylla Traoré, et puis l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons bonne chance et surtout prudence. Nous vous conseillons de rester sur Gandhi Malian TV et African TV parce que d'autres programmes vont suivre après. Mais quant à mes invités et moi, nous espérons vous retrouver le vendredi prochain, même émission, et seulement on va varier un peu en matière de thèmes. Nous vous remercions et à très bientôt.